Le Festival du cinéma américain, pour sa 49e édition, vous convie à Mon cinéma américain, une conversation exceptionnelle avec la comédienne Carole Bouquet, organisée avec le soutien de Chanel. Et pour animer cette conversation, je vais vous demander de bien vouloir accueillir sur scène le rédacteur en chef du magazine Première, mesdames et messieurs, Gaël Golen. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais bonjour. Merci d'être ici ce matin pour cette rencontre un peu exceptionnelle. On va accueillir une actrice, une icône même française, qui a travaillé avec des cinéastes aussi divers que Louis Buñuel, Werner Schroeter, Bertrand Blier, et qui aujourd'hui ne va pas nous parler de cette filmographie française, mais qui va s'aventurer avec nous pour à peu près une heure dans son voyage en fait au cinéma américain. Et ça va aller, vous verrez, en fait la règle du jeu sera assez simple, c'est-à-dire qu'on a choisi, la personne en question a choisi 11 films qu'on va faire défiler en fait voilà, régulièrement. Et elle va, à travers ces 11 films, nous raconter son rapport avec ce vaste cinéma américain. Et pour ça, donc, je vous demande d'accueillir Carole Bouquet. Donc je vous l'ai dit, 11 films qui vont nous permettre de connaître un peu plus un peu mieux votre rapport au cinéma américain. Mais sur 11, c'est terrible de choisir 11 films quand vous, en fait, vous partez de l'histoire du cinéma jusqu'à maintenant, donc c'est impossible, c'est un choix bien évidemment totalement arbitraire et plusieurs fois il m'a dit mais pourquoi pas ça, je fais parce qu'à ce moment-là on fait une projection mais il faut tous les enfermer au moins pendant plusieurs jours donc voilà, vous verrez effectivement et je vous expliquerai pourquoi celui-là à ce moment-là mais... Donc vous pourrez sortir au bout d'une heure et au bout de ces 11 films qui composent un spectre assez large et je suis arrivé tout à l'heure, il y a 5 minutes avant cette réunion, et vous m'avez tout de suite dit, alors on va pas faire du tout ce que vous aviez prévu, on va complètement bouleverser l'ordre, et donc on va commencer par To Have or Have Not, oui. Un film de Howard Hawks. Non, on va commencer par... Ah, un autre, donc finalement. Non, pas du tout, on va commencer par Le Train sifflera 3 fois. Ah, Le Train sifflera 3 fois, c'est moi qui me trompe, pardon. Donc, Le Train sifflera 3 fois. Pourquoi Le Train sifflera 3 fois? Que j'ai revu. Je ne vous l'aurais pas montré, mais il est en revue en disant il faut absolument aller voir ce film. Même si par contre sur le tournage que je suis en ce moment, il y a effectivement un plan de chaise vide dont il m'a dit je me suis inspiré pour tel moment dans une chose que j'avais tournée. Donc vous voyez, ça laisse des images pour les cinéastes d'aujourd'hui. Mais il se trouve que je suis en pension chez des Dominicaines et qu'il y a une salle de gym et qu'un jour elle décide de mettre un écran et de faire une projection de film. J'ai 12 ans et le premier film donc, que je vois est Le Train sifflera 3 fois, donc enfin High Noon, avec Gary Cooper et la magnifique Grace Kelly qui est vraiment une très 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 jeune femme à ce moment-là. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont aucun problème. Lui a au moins 60 ans. C'est s'en foutent, hein, ça, tous les hommes ont, et les femmes en ont 18 ou 20, donc, et pourtant ils tombent bien évidemment amoureux, ce qui pourrait m'arriver dans la vie, mais là, l'âge compte pour les femmes énormément, et pour les hommes, pas du tout. Mais c'est pas, je ne vous dirais pas d'aller revoir Le Train sifflera 3 fois, il y en a d'autres, ce soir, je vous dirais si. Alors, ce que j'ai fait aussi, et ce que j'ai demandé à mes fils de ne pas faire, ce que j'ai commencé à faire, parce que pour la première fois, je suis très en retard, hein, on m'a offert un iPad sur le film que je tourne, parce que, entre autres, c'est tourné par Apple TV, donc j'ai un iPad et j'ai regardé tous les films que j'avais pris sur l'iPad. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Tu ne peux pas oser faire ça, donc ça m'a donné encore plus envie de retourner au cinéma, parce que ça n'a rien à voir vraiment, et c'est tellement facile, et malheureusement,
mes petits-enfants, mes enfants regardent des films hein, sur les iPads. Il faut pas. J'en ai un qui est producteur, l'autre qui fait des documentaires, ils regardent des films sur l'iPad. Je me suis battue avec eux quand ils étaient enfants, maintenant je dis plus rien. Mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec l'expérience du cinéma, mais vraiment rien. Et les films qu'on a sélectionnés, en vrai, si je puis dire, parce que je ne peux pas le dire autrement, c'est chaque fois les chocs pour moi qui ne le sont pas sur un iPad. Il n'y a rien à faire. Donc il faut aller au cinéma. Voilà. On reviendra un tout petit peu sur le principe trois fois tout à l'heure, mais quand on a commencé à discuter ensemble de cette matinée, tout de suite, c'est-à-dire avant même qu'on sache ce qu'on ferait, tout de suite, vous m'avez dit « Ah, il faut qu'il y ait un Scorsese ». Alors, il y a un Scorsese. Je vous coupe tout de suite. On va quand même avoir un peu de violence aujourd'hui. Il y en a tout le temps dans ce que j'ai choisi, c'est fou. Mais c'est vrai que j'aime pas beaucoup les choses mièvres. Alors, dans le cinéma, on va... Effectivement, j'ai souvent des films, à part un ou deux, qui sont effectivement assez violents. Pour moi, Scorsese est dans le XXe siècle. Vous pouvez mettre les cinéastes français, la Nouvelle Vague, du Godard, même avant, bien sûr, Renoir. Vous pouvez mettre tous les Italiens pour lesquels j'ai une passion, c'est-à-dire de Fellini à Rossellini, à Pasolini. Il fait partie, Buñuel, avec qui j'ai eu la chance de tourner, Hitchcock, enfin, il fait partie des grands metteurs en scène pour moi du XXe siècle. C'est un des maîtres du cinéma pour moi du XXe siècle, sans... Voilà, s'il y avait un panthéon à faire, s'il y avait une liste à faire, qui était plus facile quand j'avais 18 ans, parce que il y avait quand même beaucoup moins de films, et que moi j'ai commencé avec un film de Buñuel qui faisait partie pour moi des génies du cinéma, c'est-à-dire c'est la même chose qu'une peinture, hein, c'est la même chose que les peintres, c'est la même chose que la sculpture. C'est très difficile en fait de faire un film. On croit qu'il suffit, soi-disant, de prendre un livre ou une idée et qu'on l'adapte. Non, l'écriture cinématographique, elle est très particulière. Et ça, je l'ai appris grâce à Jean-Claude Carrière, parce que j'avais 18 ans, sur le film de Buñuel, et après on est resté amis toute sa vie. Il est mort il y a 2 ans seulement, à 95 ans. C'est-à-dire que c'est une écriture qui n'est pas du tout celle d'un roman, qui n'est pas du tout... C'est une écriture qui doit être faite pour le cinéma. Je dis ça parce que c'est important, parce que de plus en plus, on l'oublie un peu. Quel est... Ils sont persuadés, par exemple, s'il y a un bon livre, pas trop long d'ailleurs, bien sûr, pas à la recherche du temps perdu, parce qu'ils sont plus d'un à avoir essayé, j'ai même le scénario moi, que Visconti a essayé de faire, donc qui est comme ça, mais sinon à partir du moment où il y a un petit livre absolument formidable, ils se disent, ça y est, ça va faire un film. Non, il faut l'écrire, le film, ça n'a rien à voir avec le livre. Pourquoi avoir choisi Les Affranchis spécifiquement de Scorsese? Parce qu'il y a quand même des films plus spirituels, enfin spirituels au sens propre, hein, plus doux aussi. Enfin, c'est un cinéaste. Plus doux, lesquels? Silence, par exemple. Ah oui, même, oui, on en a parlé beaucoup avec le metteur en scène avec qui on faisait, parce que sur le film, là, j'arrêtais pas les gens qui venaient au tourner, je disais, mais alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, silence. Oui, mais ce film restera pour moi, plus que tout, dans ma tête, qui sont les cadrages, la scène folle où on part, c'est-à-dire ce plan séquence où on part de la rue et on va à l'intérieur de la cuisine et qui dure combien de minutes, je ne sais pas, parce que ça c'était forcément analysé, mais c'est plusieurs minutes de film où il n'y a pas de plan de coupe. La manière de filmer, je ne peux pas... il faudrait être spécialiste de Scorsese, ce que je ne suis pas, mais pour moi, c'est un des grands maîtres du XXe siècle, enfin, du cinéma. Voilà. Autant que, encore une fois, si vous prenez des films des années 20, des années 30, des années 40, il fait partie de l'histoire du cinéma, il y restera dans l'histoire du cinéma. On parle de la violence au cinéma, ça va être quand même un peu, on va y revenir plusieurs fois ce matin. Quel est votre rapport justement à ça? On raconte que donc pour Les Affranchis, Scorsese a fait une projection test avec ses producteurs et que 70 personnes de la salle étaient sorties dès les premières, dès ce générique, parce que la violence était insoutenable à l'époque. Mais elle est tournée de façon tellement presque réaliste
C'est-à-dire que lui est un fan à ce moment-là, totalement. Il connaît tous les films. C'est une cinémathèque ambulante, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui. Et il connaît très très bien les films de Rossellini. Il a une admiration folle pour Roberto, au point qu'il va en épouser sa fille, Isabella. Qui, je pense, Isabella l'a séduite, bien sûr, pas parce qu'elle est extraordinairement drôle, belle, et je pense que le nom aussi, il était émerveillé par Rossellini lui-même. C'est très inspiré du néo-réalisme, ça, en fait, hein, la manière de tourner. C'est-à-dire que il y a une liberté dans le mouvement, alors que c'est bien évidemment, encore une fois, très étudié, et que si ça se trouve, il y a presque, à mon avis, il se peut qu'il y ait un storyboard. Hein. Par exemple, tous les films de Coppola, il n'y a plus maintenant sur les films, mais le film de Coppola, quand vous pensez à Apocalypse Now, quand vous pensez au Parrain, j'ai pas mis Coppola dedans, mais bien sûr que j'aurais pu le mettre. C'est tout storyboardé, c'est-à-dire que vous avez millième de seconde par millième de seconde le dessin de la prise. De ce qui va être tourné, non pas ce que font les metteurs en scène aujourd'hui, où ils vous demandent, vous, tous les acteurs, de répéter, ils font un plan séquence, et puis après ils décident de mettre la caméra à tel endroit. Tous ces cinéastes-là ne travaillent pas comme ça. Là, ça a l'air très réaliste, c'est pour ça que ça me fascine totalement, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a mis une caméra chez eux, quoi, et qu'il les tourne... Ils sont pas en train de jouer, que c'est pas filmé, que c'est... Moi, je prends le cinéma pour de vrai, hein, pour vous dire la vérité. Je suis allée beaucoup au cinéma entre 15 et 17 ans plutôt que d'aller à l'école. On a fait, j'ai quand même passé mon bac, hein, et mon père, quand il m'a demandé ce que je faisais, il n'a jamais cru que j'allais au cinéma, mais il y avait un cinéma qui ouvrait à midi sur les Champs-Élysées, et les films étaient en permanent, donc on pouvait rentrer à n'importe quelle heure. J'adorais ça, donc j'ai regardé toute la journée le même film. Alors j'ai pas vu que des merveilles, hein, parce que c'était pas les cinémathèques à ce moment-là, donc j'ai vu aussi de très mauvais films, mais j'y allais de midi à 4 heures, parce qu'après il fallait que je rentre, disant d'avoir passé la journée à l'école, et après à la cinémathèque j'ai vu d'autres films. Mais cette inspiration-là, je suis sûre que Scorsese, si on lui demande, est inspiré de Rossellini. Et quand je vous parlais des storyboards, Apocalypse Now, le Parrain, qui a été acheté par la Cinémathèque, d'ailleurs moi j'en ai qu'un petit bout parce que il est le parrain de mon fils, Dean Tabularis, qui est le set director, l'art director, qui n'existe pas vraiment en France. C'est parce que c'est pas seulement quelqu'un qui fait les décors, c'est quelqu'un qui est responsable de tout ce que vous allez voir à l'écran. Pour autant, il n'est pas costumier, pour autant, mais il travaille sur tout ce qu'on va voir à l'image. Ce qu'on n'a pas exactement, nous en France, on a plutôt ils ont des postes différents, mais pour autant, lui est responsable de tout. Et Dean a je ne sais combien d'Oscars, parce qu'avant de travailler avec Coppola, où il a fait tous ses films, il a travaillé sur Little Big Man, enfin sur plein d'autres choses. Mais c'est totalement storyboardé. C'est-à-dire que chaque plan, si vous regardez, et c'est des planches énormes, mais si vous regardez, si vous allez à la cinémathèque, vous pouvez voir, vous voyez le film, vous regardez les planches, vous voyez les images, vous voyez le film. Donc c'est un énorme, immense travail qui se fait de moins en moins parce qu'on privilégie maintenant l'espèce de naturel en pensant qu'on aurait, nous, les acteurs, beaucoup d'imagination ou beaucoup de... Mais non, tant qu'à faire, quelque chose qui est très construit et plus facile à jouer que le contraire. Sauf de rares exceptions, mais il y en a eu un peu de l'art, mais bon, ça c'est autre chose. C'est le cinéma que vous aimez, ce cinéma justement extraordinairement construit, oui. Designé, oui. dessiné, c'est oui. ça qui vous... Oui. Et en même temps, vous disiez, je crois au cinéma comme si, en fait, ce qui vous intéressait, c'était le réel à travers le cinéma. Mais moi, je crois, le problème que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est que je vis ce qu'il y a à l'écran. Je crois que c'est vrai. Et que, alors, quand j'étais toute jeune, je voyais la vie au cinéma en me disant c'est beaucoup plus intéressant que ma vie, et c'est ça la vie. Mais le cinéma, pour moi, c'était comme si on regardait par un trou de serrure chez quelqu'un. Et d'où mon choix aussi de film. J'ai vraiment l'impression que c'est, comme on dit, comme les enfants disent, c'est que c'est pour le vrai. Et il y a un film dont on va parler tout à l'heure que je ne peux pas regarder sans être morte de peur. Et vraiment, ça fait rire mes fils d'ailleurs. Il y en a un qui adorait m'emmener au cinéma, voir des films absolument horribles. Je dis, comment tu peux voir un truc pareil? Et alors qu'il y avait 12-13 ans qui c'était permis, hein, donc ça ne devait pas être si épouvantable que ça. Et moi, je baissais la tête en disant, non, je ne peux pas regarder ça, c'est trop violent. Donc, je me demande si c'est pas le prochain. Donc, c'est lequel? on va
Vous allez me dire si c'est bon, celui-là. Bah oui, c'est celui-là. J'ai pas mes Shining. lunettes, j'ai pas mes lunettes, et je vous jure, je suis très myope. Mais rien que sans les lunettes, j'ai vu une espèce de dents énormes, blanches là, et des yeux blancs avec des mains. Hallucinées, ouais. Voilà, hallucinées, c'est Shiny. Alors ça, je peux pas le voir. Kubrick étant, alors j'aurais pu. Le problème, c'est que Kubrick, qu'est-ce qu'on choisit chez Kubrick, c'est impossible. Le choix que j'ai fait aujourd'hui est impossible. Indépendamment qu'à part un ou deux, ils sont tous d'origine européenne, hein, ou irlandaise, ou anglais. Scorsese est né à New York, il est américain, il est parents italiens, et très italien. Mais bon, il est américain. Kubrick, il est anglais. C'est un film que je ne peux pas regarder. Pas compliqué, je vous l'ai mis, mais moi j'ai trop peur. C'est-à-dire que je vais encore aujourd'hui, alors que je l'ai vu je ne sais combien de fois, et sur un grand écran, pas seulement, alors le problème de l'iPad, effectivement, c'est que là je crois que je vais pouvoir le regarder, et donc c'est pas bien, mais sinon, si vous m'emmenez au cinéma le voir, je vais baisser la tête. J'ai vraiment peur. Et cet homme a été capable de faire ça, et de faire Barry Lyndon, c'est-à-dire qu'il a un spectre immense. Immense. Et le film sur la guerre, comment s'appelle-t-il ? Les Sentiers de la Gloire. Les Sentiers de la Gloire, c'est-à-dire, c'est hallucinant la diversité de Kubrick, c'est-à-dire sa filmographie est époustouflante. Tous les styles, tout. Ce que j'aime aussi avec cette photo, je l'ai prise là, c'est parce qu'il y a quand même la prestation d'un acteur. Alors certes, c'est un génie. Voilà. Et je me demandais, vous, quel était votre regard en tant qu'actrice, justement, en tant que comédienne, sur des performances comme ça? Mais celui-là, par exemple, que j'ai connu quand j'avais 20 ans, parce que j'habitais à ce moment-là à New York, et qu'il y avait le film de Buñuel, d'ailleurs, qui avait été sélectionné aux Oscars, et qui a gagné. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas compris à quel point la presse était importante, donc j'étais en train de danser dans une boîte de nuit à New York, je suis pas allée. Et il y avait un énorme écran dans la boîte de nuit où je dansais, et j'ai vu que le film avait gagné. Tout le monde me disait, ma Carole, je fais oui, mais moi, j'étais en train de danser. Mais bon, mais pour autant, j'ai une passion pour le cinéma, donc c'était pas manque de passion. C'est un acteur très très libre. C'est pas évident chez tous les acteurs américains. Il y a quelquefois quelque chose qui est beaucoup plus construit, pensé, avec beaucoup de psychologie, ce qui, moi, m'énerve un peu. J'aime un jeu qui soit celui de Mastroianni, qui vous dira, sur Fellini, il n'y avait pas de dialogue, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il les écrivait après, hein, les dialogues. Donc, et ça ne me gênait pas du tout. Beaucoup d'acteurs américains n'aiment pas ça du tout. Dont un dont on a vu tout à l'heure qui est dans le film qui est là, qui est quelqu'un qui travaille énormément, dont certains, mais même certains Anglais d'ailleurs, c'est-à-dire s'ils ont joué un rôle de boucher, ils vont aller devenir boucher pendant 3 mois. Si vous demandez ça par exemple à Depardieu, vous dire mais à quoi ça sert de faire là, il va aller si pour acheter de la viande, voilà. Mais sûrement pas, il y a une liberté. Donc quand ils ont travaillé ensemble d'ailleurs sur 1900, je parle de Niro et de Gérard, ils ont une manière de travailler qui est absolument l'opposé. Ça ne veut pas dire que Gérard ne travaille pas énormément, surtout à cette époque-là, et que c'est pas un acteur de génie, mais il ne prépare pas les films du tout de la même manière. Lui a une liberté qui est très rare en Amérique, très rare par rapport à d'autres acteurs qu'on verra après, mais voilà, ils sont peu à avoir cette possibilité de jeu qui n'est pas construite à l'avance. Voilà, qui n'est pas pensée vraiment en se disant qu'est-ce que je ferais à ce moment-là, c'est-à-dire avant même de rentrer sur le plateau et d'étudier le scénario pendant des semaines et d'avoir déjà tout en tête. Il y a une liberté chez lui depuis le début. Hein, voilà. Ce qui veut dire que vous êtes un peu comme Depardieu et tout ce qui est la méthode. Au point de vue du talent, j'aimerais bien. Physiquement, peut-être un peu moins. Mais sur le talent, je veux bien. Oui. Non, mais sur la méthode, ce qu'on appelait la méthode, l'enseignement de Strasberg, enfin toute cette. Alors ça, c'est pas du tout. Je comprends tout à fait qu'on le fasse. Complètement. Mais moi, j'ai commencé à faire un film avec Buñuel. J'ai jamais fait de film. Buñuel, si vous lui demandez une explication de texte, d'abord, j'ai jamais osé lui demander parce que j'avais 18 ans, c'était mon premier film, donc moi, je ne parlais pas. Angela Molina, qui par contre était, elle, espagnole, elle avait déjà tourné, elle lui posait des questions. Comme il était sourd, il faisait encore pire, il disait qu'il n'entendait rien, mais il n'a jamais répondu à aucune question d'Angela Molina.
Moi, j'ai jamais osé lui poser une question, donc ça tombe bien. Mais sinon, de toute façon, il vous aurait dit, mais je ne sais pas, moi. Pour quelle raison, par exemple, dans le Buñuel, il y a quelqu'un qui trimballe un sac de jute en permanence. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il dit, mais j'en sais rien, mettez-y ce que vous voulez. Il y a des milliers de réponses possibles. Et dans n'importe quel film, d'ailleurs, si vous faites de la psychologie, sur ça, je peux vous dire 1000 possibilités de le faire, qui seraient possibles, psychologiquement, au théâtre aussi. C'est-à-dire, si je vous explique ce que je joue au théâtre, un autre acteur va vous expliquer complètement autre chose, et pour autant, ça sera peut-être aussi bien. Ça n'a aucune importance, au fond. Par contre, ce que Buñuel m'a appris, c'était comment se tenir, non pas à table, hein, mais ça, c'était mes parents qui s'en étaient chargés, mais sur un... Puisque là, de toute façon, voilà, d'accord. C'est-à-dire que si je devais me tenir comme ça et les mains comme ça, oui, il insistait. Si je devais avoir les jambes croisées et que j'étais comme ça, c'était tous les problèmes de tenue. Et on a par exemple, il y a une scène dans le film où je déploie un bonbon. On y a passé la journée, par contre, sur le déploiement du bonbon. Hein. Là, il était très précis sur ce que j'avais à penser, mais c'est la dernière chose qui l'intéressait, et ça l'agaçait même. Hein. Il s'en allait du plateau. Il s'en fichait éperdument. Donc moi, je suis éduquée avec ça, avec on fait ce qui est écrit, et quant à l'explication, c'est la vôtre, c'est la mienne. Moi, j'en ai pas vraiment d'ailleurs. Vous savez, même au théâtre, j'ai pas vraiment, là, je joue Bérénice, j'ai pas vraiment, je dis le texte, il me semble que le texte de Racine se suffit beaucoup plus aux explications que je vous donnerai. Et les films, pareil d'aujourd'hui, si je vous fais de la psychologie dessus, ça n'a aucun intérêt. Parce que justement, l'émotion vient d'une certaine liberté qui est très contrainte sur le cinéma. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, on tourne tout le temps, que c'est très facile. Non, on attend énormément, c'est très long à préparer. Alors ils essayent maintenant que ça soit moins long, mais quand même, quand c'est bien, il faut beaucoup de temps pour le faire. On change un tout petit peu de registre et on va... Ça, je vois pas sur mes lunettes. Ah bah ça, bah oui, mais alors là, ça, encore une fois, je les ai tous revus. Ça, c'est Montgomery Clift et Marilyn. Dans les désaccès de John Huston. J'aurais pu en prendre un autre. John Huston, c'est pareil, j'ai travaillé avec son fils par chance l'année dernière. Je suis pas tellement groupie, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher en me disant, est-ce que, comme il est assez jeune quand même, donc son père, je sais pas quel âge, il était vivant aujourd'hui, donc je lui ai dit, mais est-ce que tu es allé sur les films? Il me dit, si, mon père m'emmenait tout le temps sur les films. Il est même allé sur parce que je pense qu'un de mes films préférés de cet homme est peut-être La Nuit de l'Iguane. Mais là, il y a Montgomery Clift, il y a Marilyn, c'est son mari, c'est Henry Miller, qui est l'un des plus grands auteurs au monde, qui a écrit le scénario, mais justement le scénario, hein, c'est pas adapté d'un livre, c'est-à-dire qu'il était capable d'écrire un scénario. Donc c'est un film d'une force et d'une puissance, où elle est prodigieuse, on l'a pris pour une gourde pendant très longtemps, alors que tout est travaillé, mais chaque geste, les mots, la manière de parler, la manière de bouger, tout chez elle est entièrement travaillé. Alors, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas spontané, mais elle avait fini par vivre comme ça, car elle s'est inventé un personnage qui est effectivement ce qu'on voit là, en même temps d'une fragilité immense, avec une voix très particulière, parce que si vous entendez d'autres interviews, par très rares moments, vous l'entendez où elle n'a pas cette voix qu'elle s'est inventée, qu'elle a construite en tellement, mais elle l'a gardée sur tous les films. C'est passionnant, hein, c'est à voir son travail à elle, entre le début et à partir du moment où elle commence à travailler en tant qu'actrice importante, et ce qu'elle va garder de ce qu'elle a construit, qui restera toute sa vie, qui malheureusement pas très longue. Mais elle s'est inventée vraiment une femme. C'est pas un personnage, elle s'est inventée elle en tant que femme. Et c'est ça qu'elle a montré au cinéma. Mais c'est une invention d'elle, personnelle, au point de le vivre quand elle va chanter. Alors bien évidemment au président de la République, bon anniversaire, elle arrive vraiment en Marilyn avec cette voix d'une suavité et d'une sensualité à tomber, qu'elle s'est inventée, totalement fabriquée. Mais à partir du jour où elle l'a trouvée, elle l'a pu lâcher.
La beauté de ce film, c'est aussi qu'il y a un jeu entre ce que chaque acteur, et particulièrement Marilyn en l'occurrence, représente pour les spectateurs et ce qu'ils jouent dans ce film. Il y a une espèce d'aller-retour entre leur image de star et ce qu'ils incarnent dans ce film, avec en plus cette espèce de malédiction qui fait que ce sera le dernier film de Marilyn et ce sera le dernier film de Clark Gable. Tiens, à propos justement d'âge. C'est des détails quand même. Clark Gable, dont elle va tomber amoureusement quand même, c'est son dernier film, quel âge a-t-il? Ouais. 70. Voilà. Mais... Donc elle tombe amoureuse de lui comme s'il en avait 30. Hein. Donc, mais bon, ça c'est les films de l'époque, c'est normal. Mais ça m'a frappé en les regardant, parce que je ne les ai pas vus quelquefois depuis que j'ai 18 ou 20 ans ou 22 ans. Hein. Donc en les regardant, quand je les ai vus à l'époque, j'étais pas frappée. Là je regarde, je me fais, mais quand même ils sont gonflés parce que il est... Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pourrais tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé que moi, ou plus jeune, ça m'est pas arrivé. Mais enfin, quand j'étais très jeune, beaucoup plus âgé. Mais quand même, c'est une chose systématique. Hein. Dans les films de l'époque, dans les films américains, eux ont le droit de vieillir très longtemps, nous, beaucoup moins. Mais ils ont... Le scénario est une merveille, mais c'est un film extrêmement... Alors, à propos, c'est un film extrêmement violent, et en même temps parce que c'est un film très personnel, chacun fait un chemin, tous, elle, lui, Montgomery Clift, en fait il leur fait faire chacun un chemin presque d'initiation. Alors lui il est un peu vieux pour l'avoir, enfin il l'a quand même à la fin, l'initiation, c'est-à-dire qu'il va finir par se rendre compte que sa vie n'a pas de sens et ce qu'il vivait dans le passé n'avait pas de sens, et en tous les cas à ce moment-là ça n'a plus de sens. Donc ils vont en fait rejoindre totalement tous ce que pense Marilyn, qui passe au départ pour quelqu'un de fragile, de cruche aussi. De cruche, oui, alors qu'elle est tout sauf cruche, mais elle passe effectivement, ils la font beaucoup jouer la cruche. Il se trouve qu'à la fin ils prennent tous le parti de la cruche. Mais comme c'était sa femme, Arthur Miller, je suis pas sûr qu'ils s'entendent encore très bien à ce moment-là. Il divorce juste après. Ah bah voilà, vous voyez, ouais, donc il divorce juste après. Il divorce juste après. Mais il lui a écrit ce film où, en même temps, elle est le personnage principal, parce que c'est elle qui va changer le comportement de tous les hommes, et en même temps, effectivement, elle a ce comportement presque, effectivement, de cruche et d'une sensualité où normalement la vérité, la sincérité, c'est pas elle qui devrait la posséder, ce sont les hommes. Montgomery Clift, qui est un peu plus fragile d'ailleurs que Clark Gable, là un peu plus. Mais il était, de ce que je sais dans la vie, aussi plus fragile. J'ai une toute petite question sur Houston. Vous me dites que vous aimez tous ces films. Oui. J'ai aussi l'impression que vous aimez l'homme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, un aventurier qui vivait le cinéma, Il faisait pas du cinéma, il vivait le cinéma. Mais je pense que excentrique, c'est. Oui, mais je pense que dans tous les films que j'ai choisis, c'est à peu près ça. Hein. Ce sont ça que tous vous aimez, d'immenses metteurs en scène qui ont une passion pour cette manière de s'exprimer, qui à l'époque est très nouvelle. Et c'est vrai même s'il y a Scorsese, mais Scorsese maintenant n'est pas comment dire, pour le printemps, hein, j'espère qu'il va continuer à vivre longtemps, mais parce qu'il est passionnant à écouter et à parler du cinéma, parce qu'il le connaît tellement bien, beaucoup mieux que moi. Mais ils avaient... Il y a par moments aujourd'hui une envie de faire du cinéma qui vient sur des metteurs en scène ou même des acteurs qui font ça sans pour autant aimer tellement le cinéma, c'est-à-dire qu'ils font du stand-up, qui font d'autres métiers qui sont des métiers de comédiens, mais qui se disent et pourquoi je ne ferais pas du cinéma au fond? Mais non, le cinéma a un langage très particulier. Il faut vouloir faire du cinéma. C'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose non plus d'ailleurs que de jouer pour une série, que de jouer pour une plateforme. C'est pas du tout la même chose que d'aller encore une fois dans un cinéma et de le regarder sur une tablette. C'est penser cinéma. C'est plus grand effectivement que le quotidien. Oui, effectivement, c'est pas le quotidien. Il y en a. Après, on a un nouveau réalisme qui va vous présenter le quotidien, mais pour autant c'est filmé par des génies, donc c'est de toute façon pas. C'est totalement transcendé.
C'est de toute façon c'est pas la réalité. Mais moi, j'y crois. Hein. Ça, c'est aussi un de vos premiers choix. J'ai pas mes lunettes. Alors de lui, j'aurais pu mettre pareil. Très très compliqué et l'ayant revu, je me disais, au fond, j'aurais pu en choisir un autre. C'est la même chose. The Apartment de Billy Wilder. Il est autrichien d'origine. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est énormément des Européens. Hein, j'ai pas de film Hitchcock parce que je ne pouvais pas tout mettre. Il n'y a pas de Chaplin. Vous pensez bien qu'il devrait faire partie. Il y a énormément d'Européens qui arrivent et qui, effectivement, à qui on donne des moyens de faire. Il se trouve que c'est à Hollywood. Et une chose passionnante, c'est qu'ils se retrouvent. Alors, il y a des studios. Certes, c'est très contraignant. En même temps, ils vivent ensemble. C'est-à-dire qu'ils déjeunent ensemble, ils parlent ensemble, ils parlent cinéma ensemble, ils parlent cadrage ensemble, ils parlent lumière ensemble. Donc, il y a un échange permanent entre les metteurs en scène et les acteurs. Où on a l'impression que ce sont des divas, pas du tout. Certes, elles le sont et elles sont photographiées comme telles, elles sont vendues comme telles, mais pour autant, elles savent extrêmement bien ce que c'est que le cinéma. Les cadrages, il n'y a pas Marlène Dietrich, mais elle devrait bien sûr être dedans en tant qu'actrice, qui est le summum de quelqu'un qui a construit totalement un personnage et n'en changera jamais de toute sa vie. Hein. Et la manière de bouger, la manière de se tenir, c'est entièrement construit. C'est construit par un homme qui l'a aimé plus que tout, qui a fait des films en Allemagne avec elle, et qui après part en Amérique avec elle. Superbe comédie. Est-ce que la comédie américaine, oui. On sait que Wilder était l'héritier de Lubitsch, oui. Est-ce que la comédie américaine... Lubitsch devrait être dedans, bien évidemment. Je sais pas, que voulez-vous? C'est impossible de choisir 10 films pour représenter le cinéma américain. Même si vous vous arrêtez dans les années 50, c'est impossible. C'est l'année d'ailleurs où ils sont, enfin, de l'histoire du cinéma, jusque dans les années 50 ou 60, c'est presque les années où ils sont les plus extraordinaires. Après l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, encore une fois, le nouveau réalisme, le cinéma français, qui a été génial. Hein. Si on parle de Renoir, si on parle enfin, on a des exemples extraordinaires, mais cette époque-là du cinéma américain, effectivement, est extrêmement puissante au point de vue image. Et la comédie, est-ce que c'est un genre, la comédie américaine? J'adore. Est-ce que c'est quelque chose, on voit Jack Lemmon et Shirley MacLaine en plus, un couple absolument dément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit particulièrement? Plus que ça. Il aurait fallu mettre un film avec Tony Curtis et Marilyn, par exemple, qui est... Et je ne sais même pas si d'ailleurs ils oseraient l'écrire aujourd'hui. Compliqué, oui, effectivement. De Tony Curtis, habillé en femme, imitant certaines choses. Je ne suis pas sûre que quelqu'un oserait écrire ce film aujourd'hui en se disant « je vais censurer, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça ». Parce que si vous regardez, ces films sont très osés en même temps. Hein. Ils vont très loin psychologiquement, mais aussi dans la manière de parler. Bien évidemment, le film de Scorsese, mais là, dans les films de Scorsese, il y a peu de rôles de femmes. J'ai failli en faire un jour. Je ne l'ai pas fait. C'est Scorsese. Oui, et j'en rêvais. J'ai jamais dit avec qui j'avais envie de travailler, parce que je me suis toujours dit, si mes rêves ne se réalisent pas, c'est pas la peine d'y penser, donc je vais souffrir, donc c'est pas la peine que je me les dise à moi-même. Donc même le film de Buñuel m'est tombé dessus comme un cadeau du ciel. Mais Scorsese, oui, à un moment donné, c'est le film qu'il fait en costume. Le temps de l'innocence. The Edge of Innocence. En l'occurrence, elle est française d'origine, qui est jouée très très bien par Michel Pfeiffer, mais j'ai quand même failli le faire. Et je l'aurais fait avec pas pour jouer le rôle, pour le voir tourner. Quand vous voyez tourner des grands metteurs en scène, ça se comprend à la seconde. Le problème, quand on a, mais même quand on est très jeune, on le comprend très vite. On se dit, oh là là, on est embarqué dans quelque chose qui est très long et pénible, ou alors on va être embarqué dans quelque chose qui va vraiment nous émerveiller, nous surprendre. Et ça, voilà, vous savez, je suis même émerveillé, je suis dedans, mais c'est une erreur, enfin, c'est pas une erreur que je sois dedans, mais c'est le film de Billet, Trop belle pour toi, j'ai dû le montrer l'autre jour à des amis italiens qui l'avaient jamais vu. Alors pour une fois, j'ai les revus, parce que je regarde pas mes films.
c'est prodigieux. C'est pour moi aussi bien qu'un tableau. J'ai une passion pour la peinture, et particulièrement pour la peinture Renaissance et italienne. Pour moi, c'est aussi grand qu'un Da Vinci, que Da Francesco. C'est aussi important pour moi le cinéma que ça. C'est pour ça que quand on le maltraite un peu aujourd'hui, je souffre. On avait prévu le train sifflera 3 fois. Oui. J'ai vraiment l'impression de voir la réalité. J'ai vraiment l'impression qu'ils volent des images, alors que bien évidemment c'est très construit. Là, je vois ce qui m'enchante, hein, mais je vois plus de travail. Je vois... mais c'est normal, c'est une époque différente. Vous parliez des comédies musicales. En voilà une. Non, mais celle-là, j'ai pas pu faire autant. Anthony Powell, qui est mort malheureusement il y a 2-3 ans, qui a fait le test de Polanski, mais qui avait fait 5 films qui avaient gagné des Oscars. Et là, on est sur une chose en noir et blanc. Alors attendez. C'est encore Audrey. C'est encore Audrey. Vous voyez à quel point l'image est travaillée. Donc, quand on vous fait des photos naturelles aujourd'hui, c'est un peu pénible. Parce que là c'est un vrai. Mais oui, parce que vous voyez, c'est un vrai travail. C'est une vraie joie de faire ça. Quand vous voyez quelqu'un qui a construit vraiment quelque chose. Et je comprends tout à fait la destruction, si je puis dire, de Godard. Mais la destruction de Godard, il n'y a que lui qui peut le faire. C'est pas du tout détruit dans son cerveau. Hein. Les autres essayent de faire, c'est pas bien. Ils font partie de la nouvelle vague, mais ils font pas du tout ce que fait Jean-Luc. Et Jean-Luc, de toute façon, au bout d'un certain moment, ne fera plus vraiment du cinéma. Il fera quelque chose qui lui appartient. Mais je ne sais pas si j'appelle ça vraiment du cinéma. Les premiers films, si, mais je pense que dans sa tête, c'est extrêmement construit. Et ça à propos de costumier, j'ai aussi, à un moment donné, travaillé sur un film où j'ai eu la chance d'avoir un costumier qui était, j'oublie son nom, là, parce que c'est le matin que j'ai travaillé très tard, il faisait 50 degrés à Paris hier, qui est le plus grand costumier italien, qui a fait tous les films de Visconti, de Pasolini, ça va me revenir, cherchez-le. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le chercher sur son téléphone, là. Aidez-moi, je vous en supplie. Regardez. Parce que j'ai travaillé une fois avec lui, puis quelques années après, je le vois à la terrasse d'une tube de café, et il était là tout le temps, toute la journée. Et tous les films Pasolini, Visconti, vous pouvez regarder, c'est lui tout le temps, tout le temps. Il me dit, mais Carole, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le costume d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai habillé la Calas pour m'aider, j'ai fait tous les films de Visconti. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il me dit, je ne travaille plus, alors le studio existe toujours, mais moi j'ai plus de travail. Parce qu'il faisait... Pardon ? Donati ? Non. Piero Tosi, bravo. C'est qui ? C'est Laurent. Et voilà. Piero Tosi, qui était un des grands costumiers, c'est-à-dire tous les costumes des films de Visconti sont faits par lui. Les films de Pasolini, c'est-à-dire le costume est quelque chose de très important, hein, au cinéma. Si vous avez le bon costume, vous n'avez rien d'autre à faire, parce que jouer la comédie, normalement, on devrait savoir le faire. Hein. Donc, si vous enfilez le bon costume, il n'y a plus rien à faire. Hein. La bonne démarche, éventuellement, mais ça aussi, c'est pas bon, ça fait partie de notre métier. Mais le costume et le décor font tout, et le cadrage, bien sûr. Mais une fois que vous avez, vous, en tant qu'acteur, le bon costume, vous n'avez pratiquement plus rien à faire. Hein, si vous avez un bon costumier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, on vient... C'est horrible, j'ai en train de dire que le cinéma est moins bien, mais non, il y a des choses extraordinaires, parce que je vous ai mis des choses... Il y a quand même des choses modernes, il y a des choses extraordinaires. Mais très souvent, maintenant, on vient chercher des habits dans mon placard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je suis en train de faire quelque chose où tous les costumes ont été construits, tous les costumes ont été faits, ou achetés, tout est fait, refait, pensé, et ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Et c'est une joie pour moi d'arriver sur le plateau le matin, parce qu'au départ, elle m'avait envoyé ce qui s'appelle un mood board, enfin bon, ça s'appelle comme ça, c'est une liste, c'est des photos plus ou moins de costumes à laquelle elle avait pensé. Quand je regarde les photos, je l'appelle immédiatement, en fait je la connaissais, mais j'ai oublié que je la connaissais, et je lui dis au conseil, il n'y en a même pas question. Et elle me dit, est-ce que je peux venir vous voir, Carole ? Je fais, oui, si vous voulez, vous pouvez venir me voir, enfin ça ne servira pas à grand-chose. Hein, bon, très bien. Et elle m'a tellement bien raconté le choix de tel et tel costume, ou telle couleur, ou tel, hein, que je lui dis, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Oui, d'accord, allez-y. Et le résultat est formidable. Je suis entre Liliane Bettencourt et
et je ne sais pas qui. Enfin, mais on a construit complètement tout en étant. Il faut toujours partir de soi-même. Hein, on peut pas être totalement quelqu'un d'autre. Quand vous voyez Nicholson qui devient complètement barjot, il y a forcément quelque chose de lui. Hein. Alors, pas tous les jours, pas tout le temps, mais on ne peut pas faire ça si il n'est pas capable de le faire dans la vie. Il ne faut pas croire, hein, ça ne tombe pas du ciel. Tout ce qu'on fait, en fait, est en nous, comme il est en vous. Simplement, notre métier, c'est de vous le montrer. Mais on ne fait pas ça tout le temps, même voilà. Audrey Hepburn, voilà. Pas tout le temps, voilà. En Audrey Hepburn. En l'occurrence, elle beaucoup. Hein. Ouais. Si on voit les interviews, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie pratiquement en permanence, même quand elle fait les interviews, on a l'impression j'ai l'impression de voir un film d'elle. C'est Hubert de Givenchy qui l'a habillé très gros. Qui l'a designé, oui. Mais là, par contre, c'est Cécile Beaton. Immense photographe à qui on avait demandé de s'occuper de la direction artistique de My Fair Lady. Là, il faut quand même que je raconte, avant de lancer ça, que vous m'avez envoyé un SMS un soir très tard en me disant « Just whistle !» Just whistle. Alors, oui, alors c'était très difficile parce que, bien évidemment, on l'entend. Oui, on peut l'entendre, on peut avoir. Juste regarder cette scène, elle me... Alors, je voulais bien évidemment un film de Bogart, je voulais... et j'avais pensé aussi à Casablanca, qui a une scène mythique à la fin. Et je suis en plus très amie, j'ai failli choisir Casablanca parce que je suis très amie avec Isabella Rossellini, et ça recommence, et sa mère c'est Ingrid Bergman qui est dans le film. Alors je me suis dit, est-ce que je suis fidèle à l'amitié ou est-ce que je suis fidèle quand même à ce que je préfère Isabella. Je lui ai écrit un petit mot, hein. Je lui ai dit, Isabella, je vais choisir un film, et je suis désolée, il n'y a pas ta mère dedans. Et comme il n'y a pas les films d'Hitchcock, elle n'y est pas non plus. Donc, mais je ne pouvais pas me passer de ça, je l'ai vu, je devais avoir 18 ou 20 ans. Moi, je suis dans l'image à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, vous avez réagi de la même manière. Hein. Vous avez vu à quel point vous vous êtes tu et vous avez écouté, parce que d'abord, c'est des dialogues absolument géniaux, et c'est joué. Alors, je parle de Lumière. Faulkner, quand même, au scénario. Eh ben oui, il y a Faulkner au scénario, il y a Hemingway. Attendez, c'est des grands. Il y a à l'écriture, et encore une fois, un grand. Écrivain de roman ne fait pas un grand film, c'est faux. Mais si vous mettez quelqu'un qui s'est adapté extraordinairement bien, vous avez, comme faisait Jean-Claude Carrière, vous avez parfois des merveilles. Vous partez de quelque chose d'extraordinaire et vous arrivez. Mais il faut vraiment le transformer. Il faut le réécrire en cinéma. C'est pas du tout la même manière de penser que l'écriture. Mais ça, voilà. Et tout le film que j'ai revu, tout le film est bien. Alors, ce qui est le mieux dans tout le film, c'est toutes les scènes avec eux deux quand même, qui sont... alors, ils sont heureusement très souvent ensemble dans le film, et chaque fois qu'ils sont tous les deux, alors elle chante plusieurs fois, elle sait tout faire, cette femme, elle est d'une beauté, d'une drôlerie, indépendamment, elle a bien raison, ils ont été mariés femmes, elle a bien raison, en tous les cas, moi, lui, je l'aurais épousé. Lui, je sais pas, parce que je sais pas grand-chose de lui, et je ne sais pas s'il était très drôle. À mon avis, si. Je pense qu'il devait avoir un sens de l'humour. Du Rat Pack et de Sinatra aussi, quand même. Sinatra. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a des émissions de télé qui sont géniales. Vous avez Gary Grant. Bien sûr. Et vous avez. Gary Grant, avec Sinatra, vous avez. Il y a des émissions de télé où on les avait laissées, mais carrément improvisées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de répétition. Hein. Et comment on s'appelle, j'ai dit trop ce matin, notre acteur... Dean Martin, oui. Bravo madame, merci. Dean Martin qui fait cette émission de télévision où il a plus ou moins bu d'ailleurs, parce qu'il s'en plus que moi. Il s'en fiche éperdument, et c'est pas répété, on lui donne des heures, enfin 1 heure d'antenne, où il fait venir qui il veut, ils improvisent autour d'un schéma très général, où vous voyez bien que de temps en temps, ça part en roue libre, et pour autant, c'est en direct à la télé. Donc il y avait en même temps une liberté incroyable. Et il est souvent dedans. Il y a dedans des morceaux d'anthologie où on pourrait passer pratiquement toutes les émissions de télévision de Dean Martin, on pourrait les mettre. Tellement c'est à pleurer de rire, de liberté.
On parle du Port de l'angoisse de Howard Hawks. Ce que je trouve intéressant, c'est que alors, je vais donner mon avis, je trouve que c'est un moins bon film que Casablanca. Mais par contre, il se passe quelque chose entre ces deux-là. On sait qu'en fait, là, ce que vous venez de voir, c'est en réalité le coup de foudre à l'écran de cette jeune actrice qui sort de nulle part, qui était modèle, qui faisait des couvertures et qui avait été découverte par Hawks, et qui tombe amoureux de ce tough guy et qui commence à devenir une star. Et je trouve que c'est en fait ça. Et on rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quand la vie, sur Houston, sur The Misfits, c'est quand on voit que la vie du tournage et de ce qui se passe entre les acteurs et leur Arthur Miller et Marilyn. Alors ça doit encore exister aujourd'hui. Hein. Si vous voulez vraiment faire du cinéma, il faut que ça existe. Il faut que cette alchimie-là existe totalement. Ça, c'est encore valable totalement aujourd'hui. On n'a pas les mêmes images, mais c'est totalement, si vous voulez faire un bon film, c'est absolument nécessaire. Ça peut être en antagonisme. Hein. Si vous travaillez il y a quelques années avec Piala, il y a des chances qu'il vous hurle dessus. Hein. Même avec quelqu'un qu'il adore, qui était Depardieu, bien évidemment, il s'engueulait, mais pour autant, il y avait une complicité sur le fait de faire du cinéma ensemble et de savoir ce qu'il tournait, ce qui n'empêche pas que quelquefois on s'engueule, mais il y a forcément ça qui doit exister. Sinon, vous ne faites pas le même film. C'est très ennuyeux si vous ne faites pas le même film. Vous voyez, si vous faites votre film de votre côté, ça veut dire que le metteur en scène ne sait pas le faire. Donc déjà, ça nous arrive, hein, malheureusement. Parce qu'on est bien obligé. Aussi, c'est normal de faire des premiers films, et on ne peut pas savoir, et c'est normal de les faire. Il est normal qu'ils apprennent, et forcément, ça leur met un certain temps, et quelquefois, on sert de cobaye. Et on est moins content à la fin, mais il faut y aller quand même. Un autre registre là, on quitte le Hollywood classique, et en fait pas complètement, c'est ça qui est intéressant. Ça c'est fou. Ça c'est fou. Alors, America. Je l'ai regardé seulement hier parce que j'ai... Alors attendez, comme je travaille pour Apple, j'ai le droit à une tablette. Donc j'avais pas de tablette, hein. J'ai découvert la tablette il y a 10 jours et je regarde les films sur la tablette. C'est pour ça que je me dis, je m'en supplie, les regardez pas sur la tablette, parce que je vois bien que j'aurai la facilité de les regarder moi sur la tablette. C'est vachement pratique quand même. Hein. Bon, et mes enfants, mes petits-enfants regardent sur les tablettes, je leur fais la guerre tout le temps, mais je comprends. Et ça, donc je l'ai regardé hier soir dans ma chambre d'hôtel. Alors, ce qui m'a frappé, parce que c'est très proche, c'est très loin de tout ce que fera Kazan. Et pourtant, c'est en 63. C'est donc après le néo-réalisme, parce que Roberto Rossellini, Rome île ouverte, c'est en 45. Le néo-réalisme italien commence en 45. J'ai regardé les dates de films de Fellini hier. On est en plein dans les années 50, 60, et lui, c'est en 63. Donc, tout d'un coup, il a vu, forcément, hein, parce qu'il regardait tout, et c'était des fous de cinéma. Hein. Ils sont toujours, hein, Scorsese, Coppola, je peux dire Lucas aujourd'hui, ils travaillaient ensemble, ils se montraient les films, ils allaient au rush les uns des autres, ces trois-là, et ils se faisaient des critiques, et chaque fois, ils travaillaient ensemble, hein, vraiment. Donc, et lui, il a forcément vu les films de Rossellini, il a forcément vu les films du néo-réalisme, et tout d'un coup, dans sa filmographie, il se met à faire un film complètement néo-réaliste. La seule chose qui ne l'est pas, parce que la manière de tourner l'histoire, là, bien évidemment, parce que c'est l'histoire de sa famille, de lui qui arrive en Amérique, enfin, puisqu'il est né à Constantinople, à Istanbul, donc c'est l'histoire aussi de la guerre entre les Arméniens et les Turcs. Enfin, c'est extrêmement bien filmé, presque comme un documentaire, hein, comme le néo-réalisme, qui ne sont pas du tout des documentaires, mais qui vous font croire que c'est des documentaires comme Stromboli. Là, ce qu'il n'a pas osé faire, ce que Rossellini ose faire, c'est de leur faire parler leur langue. C'est-à-dire que dans par exemple, Stromboli, chacun parle sa langue. Hein. Et il n'y a pas de... alors qu'à l'époque, enfin, c'est doublé, parce que le cinéma italien vient en prise directe après, puisque même moi j'ai fait des films qui ne sont pas en prise directe au cinéma italien. C'était encore complètement construit au doublage. Mais de toute façon, il avait décidé, Roberto, de faire des films qui étaient très proches d'un documentaire, qui n'en était pas un du tout pourtant, qui deviennent d'ailleurs très, très, très populaires sur les tablettes, ce que je trouve très bien d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a des films documentaires prodigieux aujourd'hui, mais il se rapproche effectivement de ça. J'ai pensé ça hier, je me suis dit, il est tellement en Amérique, il est d'une telle autre génération. Est-ce qu'il aurait pu oser faire ce film
il aurait fallu qu'il le fasse en turc hein, et en arménien. Il n'a pas osé en Amérique le faire. Mais à mon avis, ça a dû le tenter. Parce que les images sont tellement celles-là que je pense qu'il a dû y penser. Et il s'est dit, sinon, je ne peux pas le faire. Hein. Quand Ingrid Bergman part, alors c'est pour les raisons, parce qu'elle quitte l'Amérique soi-disant, mais elle part rejoindre Roberto Rossellini, ça fait quand même la une de tous les journaux américains. Elle n'a plus le droit de retourner en Amérique, elle ne peut plus tourner un film américain, elle est bannie des États-Unis parce qu'elle va faire un film avec un Italien qui s'appelle Roberto Rossellini, en l'occurrence elle va tomber amoureuse de lui, mais donc je ne pense pas qu'il ait eu même la possibilité de le tourner dans une langue qui ne soit pas l'anglais. Ce qui est fou, c'est qu'on en parlait juste avant d'arriver sur scène. Ce qui est fou, c'est que c'est un film qui a un look documentaire, mais qui est éclairé et cadré par un des plus grands chefs opérateurs américains, qui est Haskell Wexler, et qui a éclairé l'affaire Thomas Crown, qui a éclairé Dans la chaleur de la nuit avec Sidney Poitier. Donc il y a quand même cette idée que à cette époque, la grosse machinerie hollywoodienne savait faire ce genre de film. Ah ben bien évidemment, mais attendez, mais les cadres qu'on a vus avant qui n'ont rien à voir avec ce film, les cadres sont prodigieux. Alors le cadrage, c'est-à-dire l'image que vous voyez est aussi important que les costumes, parce que c'est comment vous montrez, c'est comment coupez-moi là, coupez-moi là, faites des bouts de moi, vous faites des bouts de nous, même rien qu'avec vos lunettes et vous allez voir de façon totalement différente. Donc le cadre est une... Quand je commence à regarder un film, bien évidemment, je vais voir ce que fait le cadreur tout de suite, pour voir si j'ai des chances que ça soit bien ou pas. Pas pour moi, mais pour le film. Le cadrage est essentiel au cinéma, et bien évidemment encore aujourd'hui, totalement. Et d'ailleurs, le film, encore une fois, les plus récents, alors Scorsese, c'est plus que cadré. C'est alors là, parce qu'en plus, il y a une technique qui lui permet de faire des plans séquences immenses, mais c'est incroyablement travaillé. Encore une fois, quand je vous dis que Apocalypse Now ou Le Parrain, c'est storyboardé, ça veut dire que c'est des petits dessins comme des bandes dessinées, mais avec tous les personnages et toutes les scènes, seconde par seconde, avec le cadre. C'est-à-dire avec exactement ce qu'il y aura dans l'image. Et ça, par exemple, il n'est pas impossible, je ne le sais pas d'ailleurs, mais il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas un storyboard de ça, hein, avec exactement ça dessiné. C'est-à-dire avec ce choix-là, d'image, avec ce choix de personnage, de la lumière qui ira à tel endroit, et que ça ne soit pas pensé. Il n'y a pas d'improvisation là. Hein. Il y en a pas chez Godard non plus d'ailleurs. Il y en a. C'est ce qui fait croire aux acteurs. Enfin, d'un coup, ils ont une liberté peut-être, mais enfin, lui, il a une manière de tourner qui est très particulière. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas au cinéma. Il n'y a pas au théâtre non plus. Enfin, de temps en temps, si, mais c'est pas ça. Ça ne peut être. À la limite, qu'après des années et des années et des années de travail, quand vous maîtrisez complètement cet objet, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous permettre d'improviser quelque chose, mais sinon c'est un énorme travail de construction. Peut-être un tout petit peu plus de liberté plutôt que d'improvisation. Alors, il est hommagé cette année à Deauville, Jerry Schatzberg, ancien photographe de mode et de musique, qui réalise en 71, je crois, Panic at Needle Park. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film particulièrement ? Alors, je l'ai revu, en fait, quand je l'ai vu, puisque je l'ai vu quand il est sorti, quelle année il est sorti ? 71, je l'ai vu à ce moment-là. Il m'avait semblé d'une violence inouïe, alors qu'il est, et en le revoyant il y a quelque temps, mais sur un grand écran, toujours, je me suis dit, mais mon Dieu, que ce film est moderne. Et en fait, en le revoyant aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins violent que les films de Scorsese. Hein. C'est quand même moins osé. C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas ? Vous dites, bah si, il y a un hommage, parce que ça faisait partie effectivement des films dont je me souvenais qui m'avaient tellement marqué. De par la liberté du sujet, la drogue, la dépendance, c'est-à-dire et une manière de filmer qui ressemble aux écrivains d'un peu avant, c'est-à-dire c'est comme en The Roll de Jacques Kerouac. Ouais, c'est tout d'un coup une manière de filmer qui est très différente justement de ce qu'on voit à l'avant. Il y a beaucoup plus de liberté, c'est encore
c'est exactement le même travail, hein, c'est pensé, hein, mais tout d'un coup, la caméra ne cadre pas de la même manière, c'est-à-dire que vous n'avez pas systématiquement les grands plans sur qui vous pensez devoir mettre un gros plan, sur qui, c'est-à-dire, il invente une manière de filmer qui est très différente et ça a été aussi dans les photos, hein, ça a évolué totalement. Alors maintenant, de toute façon, ils font tout sur l'ordinateur. Donc à la limite, je me demande même pourquoi je fais des photos. Mais la vérité, ils ont qu'à prendre une photo et puis ils ont qu'à tout changer, puisque de toute façon, ils refont tout sur l'ordinateur. Ça, c'est pour les photos de mode. Mais ça, c'est une manière de voir qui est déjà différente. Ça veut dire qu'on pense déjà différemment. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup plus de liberté de penser et on est moins dans un carcan. Soi-même d'ailleurs, encore une fois, qui est une question d'éducation, qui est une question aussi de création, mais il y a beaucoup plus de liberté là par rapport à quelques films d'avant. Ce film-là et le suivant sont deux films des années 70 qui parlent aussi de la contre-culture, quoi. C'est-à-dire les années 70 et le mouvement pré-punk. Là, c'est la fin du Flower Power et on est passé dans la décennie de dépression et de déprime et des marginaux, en fait. Absolument. C'est un peu ce que vous avez connu quand... plus ou moins, quand vous êtes allé à New York à la fin des années 70, début des années 80, vous étiez quand même petit peu dans le punk. Le punk, oui, parce que je joue avec un chanteur punk qui a... Richard Hell. Voilà, c'est ça. Très mauvais film. Mais bon souvenir. Très beau souvenir, parce que j'ai passé un an à New York extraordinaire. C'était une époque... c'est pas ça, c'est qu'il n'y avait pas le sida, il n'y avait rien, il n'y avait pas de crise sociale vraiment, il y avait effectivement, on était persuadés que vos enfants allaient avoir un meilleur travail que vous, c'est-à-dire que cette machine on croyait au progrès. Vous voyez ce que je veux dire? C'était et même moi d'ailleurs, alors ça c'est avant, mais même moi je suis né à une époque où j'ai cru que la guerre n'existerait plus. Les résultats en ce moment, et j'ai fait un film en hommage à Lucie Aubrac. Je pense que si elle ressuscitait aujourd'hui, j'aimerais les voir. Stéphane Hessel, j'aimerais la voir. Elle hurlerait contre nous tous ici en disant mais comment vous osez? On n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale pour que vous osiez recommencer aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire c'est d'une barbarie totale. On a fait des déclarations à l'ONU, on a fait des déclarations des droits de l'homme, on a fait... Et ça recommence. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée de progrès, là, en ce moment, alors je sais bien qu'il faut parler de décroissance. Hier, il faisait je suis tout à fait pour, mais par exemple, il faisait 50 degrés, 52 degrés où on tournait. Il y a 19 figurants qui sont partis au SAMU, hein. Hier 12, dont la deuxième assistante, partie au SAMU parce qu'elle était évanouie, elle ne revenait pas. Donc l'air conditionné, vous voyez, où je ne suis pas pour entièrement, dans certains pays, donc la moitié du monde, je ne vois pas comment ils vont s'en passer maintenant, on ne peut pas leur en enlever. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Donc, je suis effectivement devant, comme beaucoup de nous d'ailleurs, devant quelque chose d'assez béant, où je reste optimiste, grâce au cinéma, grâce au métier que je fais d'ailleurs, hein, parce que j'aime tellement raconter des histoires que je continuerai à aimer ça. Et avec des jeunes metteurs en scène aussi, parce qu'il y aura des grands metteurs en scène, il y en a dans chaque époque. Donc ils vont trouver une manière de filmer, ils vont trouver une manière qui sera différente des autres, où vous pourrez identifier. Je peux identifier un film de Schatzberg tout de suite, hein, par les images. Vous me montrez effectivement les images que vous m'avez montrées, je sais qu'il les a faites. Si on vous avait montré des images d'Hitchcock, je vous jure que vous les auriez reconnues. Vous ne m'auriez pas dit c'est qui, vous auriez su par le cadrage et la lumière que c'est de Hitchcock. C'est une manière de travailler qui est très particulière par rapport à d'autres. Il invente une lumière, il invente voilà, pour donner de l'importance à certaines choses. Alors maintenant c'est plus difficile à faire, hein, parce que le noir et blanc permettait des choses prodigieuses en même temps là, le numérique. Le numérique, on corrige tout grâce au numérique maintenant. L'autre jour, je me suis trompée sur... j'ai pas arrêté de dire... c'est la chaleur, c'est les 52 degrés. Je devais dire Robinson, j'ai pas arrêté de dire Benjamin. Une fois, 2 fois, 10 fois, je sais pas pourquoi. Je disais Ali Benjamin, et c'était Robinson. C'était la chaleur, et de toute façon, je leur ai dit, mais attendez, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, vous mettez Robinson à la place de moi. Où j'ai commencé, le doublage devait être pile avec des barres et
vous voyez, vous étiez aujourd'hui au son, ils peuvent raccourcir sans et enlever les syllabes ou en remettre. Et donc, ils vont pouvoir mettre Robinson, parce que j'y suis arrivée une seule fois et j'étais de dos. Benjamin, Robinson, vous voyez, Robinson, Benjamin, ça marche très bien. Et Fellini tournait comme ça, hein, cela dit. Mais il n'y a que lui, hein. Il écrivait les dialogues après, il écrivait les chiffres. Et Mastroianni, ça ne le gênait pas du tout, il trouvait ça très normal. Il trouvait ça très ennuyeux de répéter longtemps, lui. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il s'ennuie, mais c'est déjà qu'on vous demande, et vous allez bien dès le matin, parce que c'est quand même un métier incroyable. On vous fait croire que c'est un métier difficile, mais enfin quand même, c'est un vrai métier, c'est beaucoup de travail. On est effectivement quand même levé à 5h du matin, on termine quelquefois à minuit, quelquefois on fait 22 heures, alors qu'il est prévu d'en faire 7 ou 8, mais parce que tout d'un coup on n'a plus le décor, donc ça se fait pas comme ça, et qu'on attend pendant des heures, mais ça me dérange pas, moi je regarde les autres travailler. Qu'est-ce que je disais avant? J'étais parti sur quoi? Non, vous étiez sur le travail des comédiens et sur Fellini et ses dialogues. Ah oui, Fellini et les dialogues. Alors lui, par contre, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça n'a gêné personne dans ses films. Hein, et il inventait après. Comme il connaissait la scène qu'il voulait, mais il n'écrivait pas avant. Il la pensait, puisque alors c'est que des décors très construits. J'ai eu la chance d'aller sur ses plateaux de tournage parce que je n'ai pas tourné avec lui, mais je tournais dans des films qui étaient à Cinecittà, qui malheureusement n'existent plus. Mais à ce moment-là, il y avait un plateau qui était dédié à Fellini. Donc chaque fois que je tournais un film en Italie, que j'étais à Cinecittà, il y avait un de ces décors qui était là. Il y avait Comencini qui, enfin, ils étaient tous à peu près à Cinecittà. Il y avait l'histoire du cinéma italien qui était encore là quand j'ai commencé, que j'ai 20 ans. Mais lui, les dialogues, voilà. Et c'était après. Un cinéaste alors très loin de Fellini, mais pourtant qui a la même liberté là. Alors voilà. Alors ça c'est Meurtre d'un bookmaker chinois, oui, Ben Gazzara dans un film de Cassavetes. Cassavetes, c'est un cas je trouve très particulier dans le cinéma américain. Alors lui, il a, parce que c'est tôt, hein. Ouais. Très tôt. 74, je crois. Et très tôt, il a une liberté, mais avant celui-là. 76. 76, et avant lui. Avant, il y a 64, enfin il y a Opening Night et après. Opening Night qui est un bijou. Juste après. Une actrice. Mais effectivement, c'est la fin des années 60 voilà. et des années 70. C'est une liberté que personne n'a. Shadows, effectivement, c'est du film jazz en fait. Hein. C'est pas mal comme expression, ça. D'où ça vous vient? Non, c'est comme ça. Mais non, parce que ça correspond exactement à cette musique. Complètement, ouais. Lui, en plus, aimait cette musique-là. Oui, mais parce que la musique est très très importante dans la vie. Et elle rythme effectivement le film. Ouais. Je sais pas ça. Parce que j'ai remarqué les gens me disant, c'est incroyable comme la musique rythme son film. Et manifestement, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la bande sonore de son film avant les images. Ça, c'est arrivé aussi. Hein. Même à Blier dans Trop belle pour toi, il a entièrement la musique du film avant de commencer le film, sur chaque syllabe. Lui, à mon avis, pareil, de façon totalement différente. Nous, c'était Schubert, là c'est du jazz, mais sinon, il y a une liberté pour autant. Alors moi, je ne l'ai pas connue, malheureusement. J'ai connu sa femme, mais elle était déjà un peu âgée, mais j'ai bien connu, qui existe toujours, qui va très bien, sa fille. Et elle me racontait comment ça picolait pas mal. Ils avaient un bar à la maison où ils se retrouvaient, les acteurs et Cassavetes. Et en fait, ils construisaient ce qu'ils allaient tourner le lendemain. Ils parlaient de ce qu'ils allaient faire le lendemain. C'était effectivement là, on a une liberté de tournage qui est assez rare parce qu'il il le construit pendant qu'il est en train de tourner, en fait, son film. Beaucoup. Alors forcément, il l'a en tête, parce qu'encore une fois, on ne peut pas écrire petit à petit, parce que sinon, c'est pas un livre, hein, vous pouvez rayer, c'est foutu après. Si vous arrivez auprès d'un producteur en disant, écoutez, il faut que je recommence tout, parce que pour finir, à la fin, c'est pas du tout ce que je voulais comme film, ça va pas marcher. Donc il faut forcément qu'il ait ce qu'on appelle un plan de travail, mais c'est-à-dire toute une idée dans la tête des séquences, mais pour autant, ils peuvent les monter. Le montage, pareil, est quelque chose de très, très important. Vous l'avez vu dans tous les films que je viens de vous montrer. On parlait de cadre, ça fait partie de ça, le montage.
J'ai fait des films moi-même en France, où si vous regardez, je recommence sur Trop belle pour toi, c'est pas du tout écrit comme ça. Hein. C'est totalement les dialogues, c'est totalement la musique, mais au montage, il a morcelé totalement des morceaux du film qu'il a mis à d'autres moments. Donc le montage aussi est très important. Je pense que le soir, il devait s'amuser beaucoup autour d'un bar, si j'ai bien compris, tous, et penser au lendemain et au surlendemain. Mais je pense qu'il y avait pas mal il y avait quand même de l'improvisation. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est une famille de cinéma. C'est-à-dire qu'on voit Ben Gazzara, il y avait Peter Falk, il y avait Seymour Cassel, il y avait Gina Rollins. C'est pour ça aussi qu'il peut se permettre ce qu'il fait, c'est qu'il travaille avec les mêmes acteurs. Donc, c'est presque théâtral. C'est comme si vous mettiez aujourd'hui Billet et Depardieu. C'est à la limite, vous voyez, mettez la caméra, les mettez pas là, je sais pas. Ils se connaissent tellement, ils savent tellement écrire l'un pour l'autre, qu'ils peuvent, voilà. Et là, ils travaillent avec, et c'est très agréable de travailler avec un metteur en scène que vous aimez, avec qui vous retravaillez. Parce qu'il y a une, c'est important pour ça d'ailleurs, il y a une timidité quand même les premiers jours, même à un certain âge, il y a quand même quelque chose, le fait que vous ne connaissiez pas le metteur en scène, fait que il faut s'amadouer l'un l'autre. Et il y a l'air de rien des rapports de force, hein. Encore aujourd'hui, qui sont discrets, c'est-à-dire, je peux le dire parce que même s'il était là, il me dirait oui, c'est vrai. J'ai fait un film de Téchiné avec André Dussolier. Il a dit tout le texte que voulait André, mais par contre, il n'a jamais voulu jouer ce qu'il lui demandait. C'est-à-dire, il lui demandait de marcher plus vite, il marchait plus lentement. Et la 10e fois, j'allais le voir en lui disant écoute, on en est à la 15e prise, là, moi, j'en veux plus. Tu veux pas juste marcher lentement parce que là. Et il me dit non, je veux pas. Très bien. Et il a un souvenir atroce de ce tournage. Je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas entendus, parce qu'a priori, tout était fait pour lui, mais ils ne se sont pas entendus du tout, ce qui fait qu'effectivement, ça devenait pénible, parce que je savais dès le matin que André n'allait pas faire, mais même des scènes bêtasses de cuisine. On met une casserole sur le feu, on commençait, je vous jure, on commençait normal, après on partait vers Jacqueline Maillan, et on finissait chez Bergman. Je disais, moi, je sais plus bien faire hein, cette scène de cuisine-là. C'est jamais qu'une casserole sur l'eau, mais enfin, qu'est-ce que je dois faire là, je sais pas. Mais il n'y avait rien à faire. Il était fort, vraiment, vraiment contre. Et donc de travailler avec un metteur en scène qu'on connaît, tout ce travail-là est déjà fait. Et si André, je suis pas sûre que les deux André veulent retravailler ensemble. Mais s'ils retravailleraient ensemble, je suis sûre qu'ils s'entendraient très bien maintenant, parce que ça y est, ils ont compris l'un et l'autre. Ils n'étaient pas en danger, oui, puis ils ne sont pas en danger. Mais sinon, au départ, vous ne savez pas, et ça vous prend quelques jours, et vous dites, zut, on a déjà tourné, et maintenant, je retournerai bien ce qu'on a tourné il y a quelques jours. Mais vous ne pouvez pas. Tandis que quand on a tourné déjà avec ce qui m'est arrivé avec Billet, justement, plusieurs films avec lui, quand vous arrivez, vous avez une confiance, et vous savez aussi comment il cadre, justement, comment c'est écrit. De toute façon, vous avez quand même une certaine liberté, justement, quand vous vous connaissez. Or, comme eux, ils travaillent tous ensemble tout le temps, c'est moi que je connais, que j'ai très bien connu à New York quand il était... maintenant, il est mort, mais toute cette bande-là, effectivement, ils vivaient ensemble. Hein, ils vivaient ensemble. Donc, ils pouvaient construire le film ensemble. Ils avaient... Voilà, ils étaient frères, des frères et sœurs, vraiment, c'était une toute petite famille, mais vraiment, ils étaient ensemble. Dernier extrait de ce petit voyage, et on revient à un peu de violence. Un film contemporain. Et à un film contemporain. Ce que c'est que de faire la mise en scène en regardant cette scène. C'est Thomas Winding Refn qui est danois. Oui, c'est ça. Voilà. Qui est parti vivre en Amérique, mais maintenant il est reparti au Danemark. Alors il y a des films, c'est toujours très très bien. Ça, je l'ai vu. Pourquoi je vais voir ça? J'ai pas la moindre idée, parce que moi normalement, justement, les films violents, les films je vais pas. Je suis à New York un jour, je rentre, je vois Drive, je rentre. J'ai pas la moindre idée de ce que je vais voir. J'appelle à la sortie du film mon fils en me disant qui est-ce qui a fait ça? Je pense que j'ai même dû appeler Laurent Grégoire qui est là, qui me répond en disant qui a fait ça? Parce que, et comme il est évident, s'il me répond moi je ne savais pas, ben, Thomas me dit mais c'est très 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 bien. Je dis c'est extraordinaire. Et effectivement c'est un film violent. Pour autant, c'est pas la violence que j'ai retenue. C'est du cinéma comme j'aime à un point. Donc c'est encore totalement possible. Mais c'est
Tout est pensé là. C'est vraiment la démonstration parfaite de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. C'est un film d'aujourd'hui, alors il a quelques années, mais donc on peut le faire encore aujourd'hui. Et ça, c'est du cinéma, voilà, vraiment. Alors là, ça vous racontait tout, même en silence. Vous avez vu, la lumière, la musique, le fait qu'il n'y ait pas de son, et après, tout, on était suspendu en sachant bien qu'il allait se passer quelque chose, et on ne sait pas quoi. Et voilà, donc je suis sortie époustouflée par ce film, et j'ai eu la chance d'être dans le jury de Cannes à un moment donné, et il était dans le jury. Alors il est extraordinaire, il est légèrement, il parle pas beaucoup, il parle très peu même. Alors j'avais parce que comme j'avais très envie de lui parler, et je voulais pas l'enquiquiner quand même, parce que sinon il n'aime pas beaucoup qu'on lui pose des questions et qu'on lui parle. J'avais trouvé un truc, c'est qu'il y avait une terrasse en haut où, entre les films, on pouvait aller, nous, dans le jury, aller boire. Et puis le premier jour, il n'y avait pas du très bon vin, puis après, j'avais fait venir du très bon vin. Alors pratiquement, j'ai que des membres du jury qui ne boivent pas de vin. Hein. Jane Campion est australienne, n'y connaît rien, enfin, elle est un chinois, bref, personne. Mais le mauvais vin, les 2-3 premiers jours, tout d'un coup, quand j'amène du très bon vin, et c'est toi qui me le dis, je vous jure, il me dit, on ne peut pas avoir le vin qu'on a bu là, hier ou avant-hier. Enfin, le premier jour, je leur avais servi par contre un très grand vin. Et j'ai dit, si, on peut. Alors, tous les jours, on est monté sur cette terrasse. Ils ont tous bu pour finir du très bon vin, qui les a rendus loquaces. Et grâce à ça, j'ai pu lui parler. Parce que ça rend loquace n'importe qui. Ou alors, mais parce qu'il est d'une timidité oui, immense. Et il a fait un très beau film après, qui est moins fort que celui-là, mais qui s'appelle Take Shelter. C'est pas de lui, Take Shelter. Ah merde. Non, c'est pas de lui. Il fait Only God Forgives après. Oui. Ah, ça c'est très bien. Ouais, ça c'est toujours avec... Et qui a fait Take Shelter? Voilà, Jeff Nichols. Bravo. C'est très très bien. Ouais. C'est bien. C'est-à-dire le scénario est fou. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire c'est pardon d'avoir confondu, mais cette proportion à inventer des mondes où tout d'un coup, la Take Shelter, c'est un homme qui est persuadé qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale et qui ruine sa famille. Il vit dans un tout petit pavillon et il construit un énorme endroit dans son jardin qui est un abri anti-atomique. Il va ruiner et sa famille, et lui, il va s'enfermer, enfin tout ça pour rien. Hein. Mais tout le film est construit autour de ça. Donc c'est fascinant sur la psychologie et sur... En fait, si vous dites ça à un producteur, il va vous dire oui. Oui, il faut oser produire hein, ça. C'est pareil, ça qui produit ça d'ailleurs? Je serais curieux de savoir parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder pour vous venir vous parler aujourd'hui parce que les producteurs sont très très importants dans les films, tous les films. Winding Refn est accompagné en France, il faut le saluer, par notamment Manuel Chiche, qui est alors plutôt son distributeur, mais qui l'aide aussi, je crois, un peu, enfin qui surveille aussi ses productions. Manuel Chiche de Jokers, qui a accompagné cet auteur depuis le début. Quoi. Il avait fait la trilogie Pusher, alors c'était pas un film américain, c'était danois, qui était pareil avec Mads Mikkelsen, c'était le début de Mads Mikkelsen, et c'était extraordinaire. Ouais. Non, les producteurs, on a oublié effectivement aujourd'hui de parler du rôle des producteurs, qui est immensément important. Car c'est eux qui vous donnent la possibilité de faire ou de ne pas faire. Pour ça, il faut que ça soit qu'ils soient presque aussi géniaux que les metteurs en scène. C'est pas tout le temps comme ça. Parce que d'abord c'est devenu une industrie aujourd'hui énorme. Alors ça l'était au moment d'Hollywood, hein, bien sûr, mais il y avait quand même plus de joueurs. Sur le film de Buñuel, il y a un monsieur qui s'appelle Steve Bernal qui fait des films cinglés, c'est-à-dire il est français, mais il n'est pas d'origine française, hein, Serge. Et l'histoire qui est arrivée, c'est que Buñuel, je commence le film, pas moi, hein, il commence le film, Buñuel tout d'un coup, au bout de quelques jours, ne veut plus le faire, il décide de tout arrêter, donc lui, il perd entièrement son film. Vous imaginez à quel point cet homme peut être joueur, parce que ça lui coûte quand même immensément d'argent. Les décors sont construits, tout le monde est payé, ils sont à Madrid, et il a une idée, parce que Buñuel veut s'en aller. Il n'a pas envie pour finir de tourner ça comme il le tourne, ça ne lui va pas, et lui, ayant produit tous les films de Buñuel depuis 20 ans, ne lui dit pas ça ne va pas être possible parce que là je perds trop d'argent, mais il lui dit
mais bien sûr. Et puis il me fait venir en cachette, je ne sais pas du tout. Hein. On me fait venir en cachette, j'ai pas le scénario, je sais que c'est Maria Schneider qui tourne. Je dis mais qu'est-ce que je vais y faire? On me dit on ne peut pas vous le dire. Alors je dis ben, je n'y vais pas. Alors après, finalement, je raccroche. Moi, j'étais au conservatoire, je raccroche 2 fois le téléphone. Je me dis, écoutez, c'est pas très drôle. Je sais que vous êtes en train, parce que j'avais appris le 31 décembre que je faisais pas le film. Donc j'étais. Et puis là, j'arrive à. On me met dans un autre hôtel que toute l'équipe, et arrive le premier assistant qui me dit, alors voilà, Buñuel ne veut plus tourner, mais le producteur a une idée, c'est de vous faire venir pour faire des essais, sans Buñuel d'abord, avec Fernand Loret, et puis on va lui dire que vous êtes là et qu'il regarde. Mais vous n'êtes pas toute seule, vous êtes 2 à le faire. Comme j'ai 18 ans, je rencontre la deuxième à le faire, on est devenus amis tout de suite. Moi, je n'avais pas fait de cinéma, je deviens ami tout de suite. Après, Silberman, qui lui, par contre, ce soir-là, lui fait énormément de cas parce qu'il était en train peut-être de perdre quand même beaucoup d'argent. Il me disait, mais c'est pas grave, Carole, si vous ne faites pas ce film, vous allez faire. Il faisait aussi quelquefois des films très populaires. Alors là, franchement, je n'osais pas lui dire, mais celui-là, ne m'intéresse pas du tout, c'est celui-là qui m'intéresse. Parce que là, par contre, moi, j'allais à la cinémathèque tout le temps, donc on sait bien que c'est Buñuel qui m'intéressait. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Buñuel, parce que je n'ai pas fait le film, mais j'ai d'abord rencontré, j'ai même pas osé demander si c'était le père ou le fils. Parce que j'avais tellement peur que ce soit le père, je crois que le père, j'aurais pas osé aller au rendez-vous. Donc ça m'est tombé effectivement comme un cadeau du ciel. Et on a fait des essais, et l'une et l'autre, et après on se retrouve, en 2 jours on devient amis, on se retrouve au bar de l'hôtel, où il n'y avait personne de l'équipe, puisque donc il avait décidé d'arrêter, qui pour autant, Maria était une actrice extraordinaire. Je pense que c'était simplement parce qu'elle posait trop de questions et qu'il ne supportait pas les questions. Je vois le producteur arriver, il a un grand sourire. Je me dis, cet homme est sadique, pervers. Il y a une des 2 qui ne fait pas le film. Il est quand même gonflé d'arriver avec un air réjoui, parce que lui, il fait le film, et il y en a quand même une des 2 à qui il va dire, on ne le fait pas, nous, on va quand même être désolés. Et il nous dit, vous faites le film, et toutes les 2. Et on n'a pas posé de questions. Hein. On était tellement contentes. C'est-à-dire qu'on a fait le même rôle qu'il a partagé en 2. Ils n'ont rien changé au scénario. Le scénario, puisque je suis devenue très amie avec Jean-Claude Carrière qui écrivait les films de Buñuel, ça faisait des années qu'ils travaillaient ensemble. Ce scénario, je l'ai donc eu, je le sais, ils n'ont rien changé au scénario. Il y en a une qui a fait une scène, l'autre qui a fait une scène, on a juste les mêmes costumes. Vous voyez à quel point le pouvoir du cinéma est fort et de l'image est fort. La majorité des gens, la première à New York, où il n'y a que des critiques de cinéma, vont dire bonjour, bonsoir à l'une ou à l'autre. Et regardent l'autre en se disant merde, je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas fait de film. Ils n'ont pas vu qu'il y avait 2 actrices. On ne se ressemble en rien. On a juste les mêmes costumes. Donc on a une liberté au cinéma qu'on peut utiliser qui est immense. Et en voilà une. Là, franchement, je suis contente qu'on termine sur ça parce que je trouve que c'est un plan qui parle tout seul de cinéma. Et voilà le cinéma que j'aime. Celui-là, il est américain. Il est fait par un Danois, mais il est produit par un Américain. Merci beaucoup. Pardon, il est Merci beaucoup pour cette heure. Alors, est-ce qu'on a le temps? Est-ce que... Je sais pas, parce que Allez, on a 5 minutes. On a 5 minutes. Parce que j'ai un film que je n'ai pas vu, mais par Bah, contre vous n'avez pas besoin de micro. J'ai un film que j'ai pas vu qui passe cet après-midi et dont je suis sûre qu'il est bien. Vous savez qu'on le sait justement en le tournant. Et donc c'est une fête pour moi de le voir à 9h30. Il y a une projection, j'étais en train de tourner, je ne peux pas le voir cette semaine. Bonjour Carole, merci beaucoup. En tant qu'auteur scénariste, je suis ravie vraiment de vous rencontrer. Vous voyez que, comme quoi j'ai fait la défense des scénaristes. Hein. Oui, très proche donc, de Jacques Perrin. Oui. Voilà. Et à quel je pense vraiment. Devenu producteur extraordinaire. Voilà, qui vous apprécie beaucoup vraiment. Et donc, justement, pour faire un rapport un peu avec Jacques et le cinéma, je voulais avoir votre avis un petit peu sur le féminicide. Par rapport au film L'Enfer, justement, dans lequel vous aviez joué, et avoir un petit peu votre avis là-dessus. Alors attendez, vous savez que je me souviens pas de... Oh, c'était une histoire sur le film, c'était un téléfilm, hein, L'Enfer, où il y avait une femme qui se retrouvait être attaquée par son ex-mari à la sortie de prison de cet homme, et donc cette femme en fait est tuée. Voilà. Oui, alors là, pardon. Et en ce moment, il a fait 52 degrés à Paris. J'ai tourné, on a perdu 19 personnes au jour, enfin, elles ne sont pas mortes, mais je crois que le deuxième jour, je suis arrivé hier soir, je ne me souviens pas du tout de ce film.
Ça, c'est donc... Par rapport au féminicide, qu'est-ce que vous Alors, pensez par rapport au de ça sur féminicide, les alors, attendez, droits par rapport à la des... Je suis extrêmement, et mes fils le savent, mais on n'a pas du tout la même pensée. Je suis extrêmement féministe. Beaucoup plus que beaucoup de femmes aujourd'hui. Je le suis toujours. Et je ne le suis pas. Et je comprends que le mouvement aujourd'hui soit agressif, puisqu'on a eu le droit de vote en 1945, donc ma mère ne l'avait pas, et un droit de compte en banque en 1957, le jour de ma naissance. Donc, il est très récent toute petite partie du monde, de quelques femmes du monde, ait le droit à la parole, à exister, à vivre, et soit payé, ce qui n'est toujours pas le cas en France d'ailleurs, le même salaire. Et que les hommes, même certains que j'aime énormément, me disent non, je ne vais pas prendre une femme. Un homme qui est avocat, qui est un des plus grands avocats, me dit pour finir, je veux une femme. Et un autre qui prenait quelqu'un qui cherchait pour diriger société, qui dit pas qu'elles sont des femmes parce qu'il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Pour finir, il a choisi deux femmes après 2 ans de chercher avec des têtes chercheuses, celles qui cherchent pour gérer les sociétés. Il y a des femmes, et à un moment donné, elles étaient là, j'étais là pour des réunions de boulot par hasard, et il y avait un enfant qui passait le bac, l'autre qui venait de se casser la jambe. Je dis, tu vois, elles sont là, elles travaillent, elles arrivent à travailler tout en gérant une famille. Ça marche, c'est possible. Bref, par contre, je parlais puisque j'ai vécu avec Gérard pendant 10 ans, ça c'est pas un secret, je peux le dire, mon fils Dimitri, qui l'aime énormément, qui a 42 ans, me dit « Maman, je ne tolérerai pas ce comportement sur mes films aujourd'hui. » J'ai dit « Dimitri, tu décolles ?» C'était ce week-end, hein, le week-end dernier. J'ai dit « Comment ça, tu sais très bien que Gérard a un langage très, très fleuri, disons-le comme ça, mais il est incapable d'être violent physiquement. Mais par contre, la parole peut être extrême. Et il me dit, mais oui, mais non, sur mes films, personne. Et je dis, mais alors là, on ne peut plus rien dire. Et je me suis retrouvée à une lecture, effectivement, avec sur mon contrat, Laurent, c'est quelque chose, où j'ai signé, mais dès que j'ai pu le dire devant tout le monde, je l'ai dit, comportez-vous bien, donnez l'exemple, si jamais vous voyez quelque chose qui vous déplaît, dénoncez-le. Et je ne peux pas. Ça, je peux pas. Moi, là, mais il est normal. Alors, ça ne parle que de ça. Hein. Ça ne parle que des rapports, effectivement, des hommes et des femmes. Voilà, et de ce qui est possible de faire si jamais vous la touchez, qu'elle n'a pas envie que vous voyez, vous lui mettiez la main. Gérard aurait été capable, et il a peut-être été capable d'ailleurs de passer voir une jolie fille et de lui dire, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, mais enfin, il aurait trouvé les mots pour le dire, vous pouvez les imaginer, mais il est incapable d'être violent. Je comprends que ce mouvement doit être très violent, car on part de très loin. Donc il y a des débordements. Je trouve ça beaucoup trop excessif aujourd'hui, et en même temps, je ne vois pas comment on peut faire, parce que c'est presque une révolution, sans ça. Ça va redescendre, on va repouvoir, j'espère très vite, se parler sans... Parce que je veux dire que sur les tournages aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis. Même moi. Alors l'autre jour, j'ai dit, c'est une expression, parce qu'il y avait un metteur en scène qui cherchait la mouche du coche, et je lui dis, alors Gérard dirait, on est en train d'enculer les mouches, ça, excusez-moi, mais voilà. Alors ça, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Donc j'ai dit que c'était Gérard qui l'avait dit, hein, parce que c'est sur le tournage, mais ça, par exemple, je ne peux pas le dire, parce que... mais donc on a quand même un petit problème de communication, parce qu'il y a une peur qui s'installe, qui fait que... Et j'ai mon propre fils qui est producteur, qui est un très grand producteur, à qui je rends hommage, mais qui me dit, maman, sur mes films, ça, c'est pas tolérable. Je dis, Dimitri, là, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il me dit, non, je ne l'accepte pas. Donc, il y a un changement, effectivement, qui doit se faire de comportement. Alors, j'ai une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant, donc vous savez, sur les enfants maltraités et les femmes maltraitées, j'en sais quelque chose. J'ai monté une association, j'ai fait des choses dans les hôpitaux, donc, et ça, je l'ai fait quand j'ai commencé à 28 ans. Et c'était la moitié de ma vie, vraiment. Pendant 30 ans, je travaillais la moitié de mon temps sur ça. Donc, je suis très, très au fait des féminicides. Donc, bien évidemment, et qu'on ne fait pas le progrès pour l'instant. Effectivement, c'est un nombre. Donc, il faut travailler. Il faut donner les moyens de travailler, mais parce qu'il faut inventer une autre manière de recueillir la parole.
comme celle des enfants, celle des femmes. On ne peut pas devoir aller au commissariat, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible, après qu'on vienne de se faire violer, immédiatement de penser à aller au commissariat, dire, moi un jour par exemple, je me suis fait voler à la maison, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, il y a Dimitri qui rentrait de l'école, ça a duré 2 heures, il y a 2 mecs qui arrivent avec des mitraillettes, je ne peux pas regarder, je suis bien comme une taupe, si elles sont en plastique ou vraies. Donc il me demande, j'avais fait une couverture d'un truc qui s'appelait l'officiel, couverte de bijoux, donc il pensait que mon appartement ressemblait à un appartement viscontien rempli de bijoux, de diamants, et ils arrivent chez moi, c'était complètement vide, parce qu'en plus comme j'avais des enfants petits, ils n'étaient pas les sur des écoles, donc vraiment il était grand, mais il était vide, donc déjà on voit l'appartement, ils sont dit merde, on s'est trompé d'endroit, et puis donc ils me réclament, je dis mais j'ai rien, sauf que j'avais effectivement un peu de liquide dans une enveloppe, je me disais ça me fait chier de leur donner quand même. Et je savais que mon fils allait rentrer de l'école, donc je leur dis écoutez, calmez-vous, car la porte va s'ouvrir, il y a un monsieur qui va rentrer avec mon fils qui a 3 ans. Donc, vous vous énervez pas. Et l'autre jour, Dimitri me dit mais tu étais d'un sang-froid incroyable. Effectivement, j'ai dit à Dimitri mais non, t'inquiète pas, ils vont prendre la télévision. Et puis à un moment donné, j'ai fini parce qu'il y avait un manteau de fourrure qui appartenait à ce moment-là à Chanel que j'avais à la maison. Et donc ils étaient très contents de trouver ce manteau. Bon, j'ai fini par leur donner l'enveloppe dans laquelle il y avait du liquide en leur disant, et puis des bijoux anciens dont ils ne feraient rien, je savais qu'ils allaient les démonter, donc les pierres n'avaient aucune valeur, simplement c'était le travail qui était beau, enfin, très bien. Et tout d'un coup, comme ils veulent une valise pour emmener le manteau, j'ai au fond de mon appartement un autre enfant qui est mon neveu, qui a la varicelle, et moi je suis enceinte et je ne suis pas vaccinée. Donc, de l'amener, je leur dis, vous allez trouver un enfant au fond de l'appartement, donc s'il vous plaît, ne lui faites pas peur, pareil, il y a 3 ans, et ils disent au monsieur qui accompagne, qui était Sri Lanka, il fait, non mais l'oiseau des îles, là on n'a pas confiance. Et il me prend une colère. Je leur dis, attends, vous savez pas, en plus c'est raciste. Je dis, voleur, à la limite, je peux vous pardonner, mais raciste, les deux ensemble, là ça va pas du tout. Donc on s'est mis à parler pendant une demi-heure, mais vraiment à parler, hein. Alors pendant qu'ils étaient en train d'essayer de m'attacher au radiateur, avec des menottes, ils n'y arrivaient pas. Pour finir, ils nous ont mis dans une chambre, ils voulaient essayer de la fermer, elle fermait. Hein. Je leur ai dit, mais écoutez, je ne ferme pas les serrures chez moi, c'est chez moi, je ne vais pas fermer mes chambres à clé, c'est les chambres des enfants en plus, donc ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient tellement nerveux, même. Ça a duré 2 heures. Donc ils partent et je dis à tout le monde, on est quand même tout d'un coup, on se retrouve 5 dans cette chambre, et je dis personne ne sort. Pour l'instant, je voudrais être sûr qu'ils soient partis de chez moi. Hein. J'étais habillé en livreur, c'était pour la bonne année, donc la concierge l'avait montée, il n'y avait personne chez moi, donc c'était, comme j'avais très mal au dos, c'était une masseuse que j'ai vu tomber devant moi dans les pommes. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a, parce que je n'avais pas encore vu les voleurs, et que j'ai besoin de lunettes. C'est la première chose que j'aurais dit quand ils sont arrivés. Moi je dis écoutez, je vois rien, il faut mes lunettes. Hein. Je dis vous bougez pas d'ici. Je dis si, sans mes lunettes, je ne peux pas aller vous chercher ce que vous allez voir. Alors je vais mes lunettes, enfin bref. Et on est sorti, donc 20 minutes après. J'appelle la police, ils me disent « Ah bah oui, mais vous nous appelez 20 minutes après, c'est trop tard. » Je sais que vous n'allez pas en plus m'engueuler. C'est bonbon ça. Et je me souviens que j'appelle aussi le père de mon fils quand j'étais enceinte, qui me dit « Oui, mais tu ouvres la porte à tout le monde. » Je fais « Non. » Et quand t'as le fiancé nouveau de la masseuse que je connaissais pas du tout, il lui a dit « Je t'ai toujours dit que tu avais des mauvaises ondes. » Je fais « Vous feriez bien le quitter. » Parce que là, en 5 minutes, c'est trop. On a fait le tour,